Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Alors que la trade deadline approche, place à un focus sur deux équipes de la conférence Est, deux équipes en forme, les Knicks et les Cavs. Et pour ce faire, on avait besoin de renforts. On sera donc quatre, c'est assez exceptionnel pour ce podcast. On va commencer par un amoureux des Knicks ces dernières années, surtout quand ils étaient dans les ténèbres. C'est Madiane. Comment ça va, Madiane? Eh ben, ça va. Malheureusement, les Knicks vont trop bien pour mes critères de choix dans les matchs de la conférence Est. Et du coup, je deviens un petit nerd des Pistons. Ah, toujours cet attrait de Madiane pour les bonnes équipes. Gabin, qui est avec nous et qui va nous parler d'une de ses ex, OG Anunoby. Comment ça va, Gabin? Bah, ça va très bien, ouais, on va parler du Deepoy en titre. Et puis, je reviens faire des podcasts parce que Pierre a enfin gagné la Star Academy. Franchement, félicitations à lui. Donc, je peux maintenant me rendre disponible pour tourner avec vous, il n'y a pas de problème. Ah, il y a des rêves que j'ai pas. Il y a des rêves que j'ai pas. J'ai vu quelques visages un peu interloqués, donc il faudra nous expliquer la rêve Ah hors bah, champ. c'était la Star Academy, c'est pour ça que maintenant je suis de retour, ça s'est fini hier. Ah, tu ressembles beaucoup au gagnant de la Star Academy, c'est ça? Non, Ah non, pas du félicitations tout. à lui. Il est tard, je fatigue peut-être. Constant, il est là et il m'a dit, Ben, j'ai envie de montrer que je déteste pas les équipes de l'Est. Comment ça va, Constant? C'est vrai, j'ai un peu une réputation, mais qui est pas fausse, hein, de préférer la conférence Ouest à la conférence Est. C'est pas faux. Non, mais il faut avouer aussi, quand on a ses préférences, je préfère regarder l'Ouest que l'Est. Mais ça n'empêche qu'on est sur deux équipes que je regarde pas mal. Alors, contrairement à Madiane, je regarde pas beaucoup les Pistons. Mais par contre, j'ai aussi mes côtés un peu déviants parce que je regarde beaucoup les Nets. Alors, m'expliquez pas pourquoi. Je regarde beaucoup les Nets, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'ils ont le meilleur backcourt de l'histoire avec Ben Simmons qui tire jamais, Cam Thomas qui fait jamais de passe. Je trouve que c'est le backcourt le plus complémentaire de l'histoire NBA. Donc, non, mais sinon, on est là pour parler des deux équipes les plus chaudes en ce moment de toute la NBA. En tout cas, depuis le passage à l'an 2024. Je veux pas que l'intro soit trop longue, mais ça m'avait beaucoup trop fait marrer quand j'étais tombé sur un article de Bleacher Report sur ce dont avait besoin chaque équipe NBA et à la case des Nets, c'était écrit a point guard. Et je me suis dit, ça m'a terminé quand j'ai vu ça. Genre, toutes les autres, c'était de la défense, un big man sur le banc et eux, c'était un meneur de jeu. Bref. Mais depuis que Ben Simmons est revenu, ça attaque mieux. Hein. Je suis désolé. Pourquoi pas? Les Nets, on va ajouter ça à la longue liste d'équipes dont on va peut-être parler, mais on vous promet rien. Avant de commencer, parce qu'on va pas tarder à commencer, quand même, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. On fait des tests sur YouTube, donc on est sur des présentations un peu plus évoluées, etc. On va espérer que ça tiendra pendant toute la longueur du podcast. On en a assez fait. On va marquer une pause et on va s'envoler du côté de New York pour parler des New York Knicks. 15 victoires et 3 défaites, c'est le bilan à l'heure où on enregistre des Knicks en 2024, deuxième meilleure marque de la NBA sur la période derrière les Cavs, dont on parlera dans la seconde partie. Pour être honnête, la partie Knicks risque d'être un peu plus longue que la partie Cavs, on est complètement honnête avec vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Knicks, sur cette période, c'est la 7e attaque et surtout la 2e défense NBA. Je vais commencer avec toi, Gaba. Depuis l'arrivée d'Oji, on est donc sur une défense élite. On vous l'avait dit, c'est surtout toi qui l'avais dit en fait, Ben, que OG Anunoby, c'est le joueur des Raptors que toutes les équipes, à part les Raptors, auraient le plus besoin en fait. Et là, tu le mets dans l'effectif des Knicks et ça clique tout de suite. Sur les matchs où il a joué, donc il a fait 12 victoires sur 14 matchs avec sa présence. Et on est sur des ratings défensifs inhumains. C'est un défenseur on-ball d'élite qui sublime en fait la défense des Knicks qui était déjà bonne. Il peut prendre le meilleur joueur chaque soir, peu importe son poste. Poste 5, c'est plus compliqué, mais sur certaines possessions, il est même capable de prendre l'adversaire poste 5 en défense. Et en attaque, je trouve qu'il est encore meilleur que chez les Raptors. Bon, c'est pas un attaquant élite, ça veut dire qu'il va pas créer le jeu. Par contre, en attaque, il se place souvent dans le corner à 3 points, il dégaine. Pour l'instant, ça fonctionne très très bien. Et on le voit de plus en plus driver ou réussir à cut quand son défenseur ne le regarde pas et profiter de beaucoup d'opportunités dans le jeu. Donc en fait, OG Anunoby, on a l'impression que c'est le joueur qui manquait à ces New York Knicks et que toutes les équipes avaient effectivement besoin. Mais on attend de voir plus de matchs avec lui et surtout en playoff ce que ça peut donner. Mais pour l'instant, ouais, ravi.
Madiane, la défense des Knicks avec OG, c'est une défense. Alors, on va y revenir. Je sais que Constant voudra en parler. Peut-être qu'il y a certains chiffres qui sont à remettre dans un contexte assez favorable, mais en tout cas, c'est une défense qui, sur le papier et dans les faits, est une des meilleures de la NBA. Ils n'ont pas changé leur principe défensif, c'est-à-dire qu'ils vont toujours surcharger la raquette, surcharger la raquette, empêcher les drives. Leur but, c'est vraiment d'empêcher, de protéger la peinture à n'importe quel coup, ce qui normalement se traduit par des sanctions à 3 points, mais finalement, il y a le pourcentage à 3 points de leurs adversaires est extrêmement faible. On abordera d'éventuelles raisons ou non-raisons potentiellement plus tard. Donc voilà, les Knicks n'ont pas changé leur façon de défendre avec son arrivée. Par contre, il vient vraiment boucher un trou, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment de véritable ailier versatile capable de défendre sur plusieurs personnes. Ils avaient un trou à ce niveau-là, et c'est vrai que lorsqu'on a commenté le trade, parce que moi je trouvais ça un peu cher, j'avais sous-estimé le fait qu'il y avait un véritable manque chez les Knicks à ce niveau-là, et je me rends bien compte que ça le comble très bien. Donc, ils ont sacrifié d'autres choses, on y reviendra aussi, parce que c'est pas venu sans conséquence ce trade, hein. Mais en tout cas, au niveau défensif, ça ressolidifie une défense qui avait besoin de cette polyvalence. Par contre, moi, je trouve que ça ne la transfigure pas. C'est les mêmes principes de jeu, c'est la même façon de procéder. Mais oui, c'est évidemment mieux. RJ Barrett était un défenseur, on va dire, sérieux, appliqué, mais son manque d'athlétisme, il ne pouvait pas le compenser. Et avoir OG Anunoby à sa place, évidemment, c'est une bien meilleure addition défensive. Ah, t'es d'accord avec ça? Qu'on sent que ça ne transfigure pas la défense des Knicks? Parce que je vais peut-être défendre l'inverse. J'ai tendance à penser que si. Parce qu'avoir un joueur qui est capable de switcher à ce point-là, c'est-à-dire que OG, c'est assez impressionnant. Alors, on dit souvent les 4 postes et demi, mais je pense qu'il peut défendre des grands meneurs. Enfin, on voit parfois, il se charge de Tyrese Haliburton, il s'est chargé de Luka quand il était parfois du côté des Raptors, etc. À des petits intérieurs, parce que les grands intérieurs lui posent problème, forcément. Avec un mec qui a cette longueur-là, cette capacité à orienter les joueurs dans des spots où ils veulent pas aller, je trouve que ça transfigure vraiment leur défense dans des contextes de playoff, personnellement. Je suis d'accord. Après, sur le cas OG Anunoby, si vous regardez les positions qui défendent le plus, c'est quasi équivalent entre les guards et les forwards. Il défend assez peu de pivots, comme tu as dit, Ben, même si du côté des Raptors, il a défendu sur Victor Wembanyama cette saison, une grande majeure partie du match entre les Raptors et les Spurs, donc ça montre qu'il peut défendre sur des grands intérieurs, mais je suis d'accord avec toi. En fait, pour citer un peu behind the hoop de nos amis de QI Basket, c'est un RJ Barrett ++. C'est-à-dire que tout ce que n'était pas capable de faire RJ Barrett, OG Anunoby est capable de le faire. C'est-à-dire qu'il est capable en attaque d'être efficace dans son corner et d'être efficace pour être un joueur en bout de chaîne, c'est-à-dire sur des dunks, sur des cuts, sur des tirs en bout de chaîne dans un corner où il y a un décalage qui s'est créé et ça revient sur OG Anunoby. Et défensivement, je trouve qu'il permet de débloquer quelque chose dans la défense des Knicks, c'est que tu peux switcher en fait, c'est que tu n'as pas peur de blinder la raquette justement à l'intérieur parce que tu as un joueur comme OG Anunoby sur les ailes, tu as un joueur comme Donte DiVincenzo, tu as un joueur comme Josh Hart sur les lignes extérieures, ce qui font que ces joueurs-là sont rarement dépassés par leurs défenseurs. Tu n'es pas obligé de venir aider parce que ces joueurs-là sont battus sur le premier pas ou parce qu'ils se font blow-by, donc tu as moyen de venir un peu plus sécuriser la raquette. Donc voilà, oui, je trouve que défensivement, c'est un énorme upgrade pour les Knicks. Et même offensivement, il fait beaucoup de choses que n'était pas capable de faire RJ Barrett. Déjà, il est capable d'apporter de la taille. C'est-à-dire que là, il y a des blessures, donc il est plus poste 3, poste 4, et encore, ils font débuter Precious Achiuwa sur le stretch où lui déjà est absent et où Julius Randle est absent. Mais quand Julius Randle et OG Anunoby sont sur le parquet, ils ont souvent beaucoup de minutes tous les deux ensemble, et les Knicks ont un avantage de taille sur les ailes qui fait que c'est énorme, ça leur apporte beaucoup de choses, ça leur apporte de la physicalité. Donc sur ce point-là, oui, je trouve que
ça peut leur améliorer parce qu'ils ont un vrai gros défenseur sur le point of attack et c'est très important quand on arrive en avril. Mais justement, je pense qu'on est d'accord et c'est peut-être mon choix de mots qui était pas le bon. C'est juste que les principes de jeu défensifs des Knicks n'ont pas changé, c'est juste que le joueur est meilleur. Mais il remplit un rôle et leur façon de défendre n'a pas changé avec son arrivée. Ils se sont pas adaptés, ils ont juste bénéficié de meilleures qualités physiques au sein de leur roster. Mais en soi, ils se sont pas adaptés pour mieux profiter de sa présence. C'est exactement la même façon de faire avant ou après son trade. Je suis d'accord avec toi, c'est lui qui s'est intégré dans l'équipe. Mais il bonifie toute la défense des Knicks parce qu'il arrive à faire en sorte de ne jamais créer de décalage avec son défenseur, avec le joueur qu'il prend. Et il prend toujours le meilleur joueur. Donc c'est un gain monumental pour la défense des Knicks, en fait. Il y a Alors, quand ce même genre moins de de joueur switch qui te all avant bloque. l'arrivée d'Anunoby qu'après C'est ce que l'arrivée j'allais dire, d'Anunoby. en fait. C'est qu'il lui donne des responsabilités. Barrett n'avait pas ces responsabilités-là en défense, où tu le fais switcher sur des plus petits, tu le fais switcher sur des grands, tu le demandes parfois de défendre au poste des mecs. Alors, c'est des micro-séquences, hein, mais je trouve... Alors, c'est de la sémantique, mais je trouve qu'il transfigure quand même un peu cette défense. Parce que non seulement je suis d'accord, Madian, il change pas. C'est pas une équipe qui, du jour au lendemain, je sais pas, un pivot et passer du drop au switch. Enfin, genre, ils ont pas changé à ce point-là, mais les assignements sont beaucoup plus durs que ceux Ah qui avaient. oui. Et c'est logique parce que le talent est pas le même. Et surtout, du coup, ce qui permet de faire, c'est effectivement sur les jeux de défense au périmètre, ben, en fait, quand il y est, il y a un taux de confiance de ses coéquipiers sur le fait qu'il ne se fera pas battre dans son 1 contre 1 qui est très élevé. Donc, en fait, ça permet aussi à chacun de rester concentré à son attaquant actuel. Et ça limite aussi beaucoup d'ouverture. C'est-à-dire que le meilleur ball handler de l'équipe adverse à la balle initie l'attaque. Mais si c'est lui qui est en défense, tout le monde reste concentré. On ne lui apporte pas énormément d'aide. Et du coup, en fait, le fait de baisser le curseur d'aide parce que tu peux avoir confiance, bah forcément, ça bonifie l'ensemble de la défense parce que personne vient en aide. Et du coup, il y a moins de lignes de passe, moins de possibilités de trouver des cuts. Et ça, évidemment, ça bonifie la défense. Puis sa défense en aide aussi, je trouve qu'il protège beaucoup le cercle. Et Ouais. c'est peut-être un truc, Gabin, je sais pas, mais peut-être qu'il le faisait un peu moins du côté de Toronto parce qu'il y avait peut-être d'autres joueurs qui pouvaient le faire, mais je trouve que sa longueur l'aide aussi à ce niveau-là. Il s'implique beaucoup plus. Et en off-ball, je trouvais qu'il pouvait plus en faire chez les Raptors. Et là, en fait, je pense que c'est aussi une histoire de confiance en ses coéquipiers, mais il arrive beaucoup plus à aller aider sur les possessions des autres joueurs. Et je pense notamment au match contre les Nuggets où il avait toujours ses petites mains bien placées pour aller embêter en fait Nikola Jokic quand il jouait au poste. Et c'est quelque chose qu'il faisait très rarement chez les Raptors où il prenait toujours le meilleur joueur, mais s'occupait très, très peu de ce qui se passait autour. Donc c'est bien, c'est peut-être l'apport de Thibodeau qui réussit à l'utiliser à son plein potentiel. Donc très hâte de voir jusqu'où cette défense des Knicks va pouvoir monter avec lui. Et puis je il y a sais un que- truc, il y Vas-y, a un Constant, truc qui j'allais est te lancer. intéressant avec OG Anunoby, c'est que c'est un générateur de pertes de balles. C'est-à-dire que surtout de pertes de balles qui se transforment vite en contre-attaque. C'est pas des ballons perdus au poste à 1 mètre du panier. Souvent, c'est des ballons que OG Anunoby vient intercepter qui donnent ensuite une opportunité de transition quasi systématiquement. Il le faisait un peu aux Raptors, mais là, depuis son arrivée au Knicks, il le fait beaucoup. Il me semble que c'est le match contre les Nuggets où il doit terminer à 5 ou 6 interceptions, où vraiment il est très important. Et même le simple fait d'avoir de la longueur, ça permet d'être disruptif sur les lignes de passe, ça permet d'avoir un nombre de deflections assez important. Donc oui, ce que n'apportait pas RJ Barrett et ce qu'apporte une fois de plus OG Anunoby, c'est cette longueur, cette capacité à générer des pertes de balles, quand bien même les Knicks ne sont pas l'équipe qui tente le plus de créer des pertes de balles chez l'adversaire. C'est une équipe qui défensivement est relativement disciplinée. J'en parlerai peut-être un peu après, mais que ce soit sur le rebond, sur le fait de ne pas faire faute ou de ne pas provoquer des pertes de balles, c'est plus une équipe qui va tenter d'amener un mauvais tir que de provoquer une perte de balle adverse.
Et cette longueur lui permet aussi, tu parlais de contester les lignes de passe aussi quand il vient en net sous le cercle, c'est un mec qui peut très rapidement être, si on décale sur un shooter, c'est quelqu'un qui peut aller très très vite sur le shooter avec sa longueur, qui peut être disruptif malgré le retard, ce qui est impressionnant. Constant, justement, j'allais te lancer là-dessus, c'est aussi une équipe qui est dominante au rebond alors que Mitchell Robinson est out, alors que depuis quelques jours, Julius Randle est out aussi et qui sont assez petits, c'est ce que tu voulais dire. Et je sais pas s'ils sont petits en fait, c'est ça le truc, c'est que même là, avec la blessure d'OG Anunoby et de Julius Randle, il faut quand même débuter Precious Achiuwa, excusez-moi, sur le poste 4. Donc c'est quand même du grand basketball, on va dire, enfin du basket de grande taille. Et je trouve que la simple présence d'un joueur comme Josh Hart, c'est un joueur qui joue tellement plus grand que sa taille, Josh Hart, sur le rebond, peut-être l'un des meilleurs extérieurs rebondeurs de la ligue. Pour prendre des rebonds contestés, parce que oui, peut-être en volume, c'est pas celui qui aura le plus important, encore que, mais pour aller récupérer, gratter un ballon alors qu'il y a 2 ou 3 joueurs qui sont en train de se battre sous le cercle, dont des pivots, je trouve très intéressant. Après, oui, en termes de rebond, bah, c'est la meilleure équipe pour rebond de toute la NBA en pourcentage de rebond. Quand bien même, tu l'as dit, Mitchell Robinson est absent depuis début décembre, il me semble. Mitchell Robinson, qui était l'un des meilleurs rebondeurs tout court, mais surtout l'un des meilleurs rebondeurs offensifs depuis pas mal d'années, hein, parce qu'il tournait à quasiment 6 rebonds offensifs par match sur le début de saison, ce qui est énorme pour générer des possessions supplémentaires. Après, oui, c'est vraiment cette défense des Knicks. Alors déjà, elle compense une partie de ses faiblesses en attaque par le rebond offensif, donc tu génères des possessions supplémentaires, donc des tirs supplémentaires, et tu peux compenser un certain manque de shot-making ou un manque de création offensive actuellement avec les blessures. Et défensivement, comme c'est une équipe qui ne génère pas beaucoup de pertes de balles adverses, ou assez peu, elle doit absolument sécuriser le rebond pour éviter de donner des possessions supplémentaires à l'adversaire. Donc oui, c'est une équipe qui est très bonne dans ce domaine-là, qui profite d'avoir quand même un peu de taille malgré tout, ou en tout cas, si elle a un déficit de taille, ce qui est rare, d'avoir des joueurs qui, sur le backcourt, jouent plus grand que leur taille. Donc oui, on tient une des meilleures équipes au rebond, mais ça, c'est quelque chose qui a été instauré dès l'arrivée de Tom Thibodeau du côté de New York, j'ai envie de dire. C'est pas de cette saison. Est-ce qu'on enchaîne sur le dossier un peu plus délicat de l'attaque, les gars, s'il n'y a rien à rajouter sur la défense? Oui, vas-y, Constant. Un petit truc sur la défense, parce que justement, j'en parlais en off juste avant. Moi, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est que si vous prenez l'effectif field goal pourcentage, donc c'est le pourcentage de tirs pondéré par le pourcentage de tirs à 3 points pour que ça équilibre, sur la période, donc depuis le trade de Giannunoby, ils sont deuxième. Il n'y a que les Cavs qui ont où l'adversaire a un effectif field goal plus bas que celui des Knicks. Si vous prenez le locative field goal pourcentage, donc le pourcentage que les équipes devraient avoir, ils sont derniers. C'est-à-dire que c'est une équipe qui concède beaucoup de tirs près du cercle. C'est même l'équipe en fréquence depuis le trade qui concède le plus de tirs près du cercle, où les adversaires ont la deuxième efficacité, donc ils blindent la raquette. Mais c'est difficile de blinder la raquette tout en ne se faisant pas allumer à 3 points. Alors, ils ont des très bons joueurs pour les close-up. Tu en as parlé, Ben, notamment avec OG Anunoby. Même les Josh Hart et Donte DiVincenzo, c'est des très bons joueurs pour sortir vite sur les shooters. Mais malgré tout, je trouve qu'ils font un petit peu le syndrome Rockets de début de saison. On voit que la défense des Rockets, c'est un peu, on va dire, est moins élite que sur le début de saison. C'est qu'ils blindent la raquette, mais de l'autre côté, les adversaires ne mettent pas dedans à 3 points. Alors, sur les 3 points considérés comme grand ouverts, ils en concèdent peu. Ils sont 18e en termes de fréquence adverse depuis le trade. Par contre, sur les 3 points considérés comme ouverts, ils sont 6e. Ça représente 15% des tirs adverses quand même sur l'intégralité du match. Hein. C'est déjà pas mal. Les adversaires tirent à 27% à 3 points sur les tirs ouverts depuis le trade. Je dis pas que la défense des Knicks est une mauvaise défense, bien au contraire. Il faudrait voir le personnel qui prend ces tirs aussi, parce que tu peux forcer parfois le mauvais personnel à prendre les tirs. Mais je pense que c'est un paramètre qui va quand même varier, qui va quand même se pondérer au fur et à mesure que la saison va avancer, qui fait que défensivement, ils vont peut-être être un poil moins forts que ce qu'ils sont actuellement. Et puis, on en parlera peut-être à la fin quand il s'agira de trouver la place des Knicks dans la hiérarchie. Il y a peut-être un calendrier assez, on va dire, abordable sur les dernières semaines depuis le début janvier. Enchaînons sur l'attaque. Madiane, est-ce que c'est on a beaucoup complimenté la défense. Est-ce que c'est le plafond de verre de cette équipe, l'attaque et notamment, alors on va un peu mêler toutes nos questions, la trop grande dépendance à Jalen Brunson? Ah ben là, c'est Jalen Brunson Ball jusqu'au bout. Et c'est ce qui était inquiétant en fait après le trade, et parce qu'on en a beaucoup discuté, c'est que sur le trade en soi,
Du coup, j'avais un peu sous-estimé l'apport d'Oji, mais c'était bien. Mais en fait, ce qui m'inquiétait dedans, c'était pas tant le départ de Barrett, parce que ça s'entendait très bien, mais c'est aussi d'avoir lâché Emmanuel Quickley dans l'affaire, parce que en fait, là, il y a qui pour initier l'attaque là-bas. Et c'est ça qui m'inquiète énormément, c'est que Brunson est déjà très chargé en minutes, hein. On n'est pas surpris, c'était ce qui était attendu, mais du coup, moi je suis inquiet et il a fait une excellente performance en play-off l'an dernier, ça s'est très bien passé, mais à côté de lui, je suis pas convaincu, et si Jalen Brunson n'est pas au rendez-vous, ben, je ne vois pas qu'est-ce qui se passe en fait offensivement dans cette équipe. Alors, défensivement, ils y ont gagné, mais ils ont perdu en capacité à tenir la balle, et ils ont quand même perdu des options alternatives qui moi, me chagrinent un peu si on parle d'attaque. En temps de possession, cette année, Jalen Brunson est 3e de NBA derrière les candidats habituels que sont Luka Doncic et Trae Young, qui sont en gros numéro 1 et 2 de cette catégorie depuis Toujours. qu'ils sont NBA, et qui a plus de 8 minutes de temps de possession. C'est assez énorme pour donner un titre de comparaison à nos auditeurs. Au-dessus de 7, il y a très peu de joueurs en NBA. C'est un volume en termes de temps de possession qui est assez énorme, et aussi en termes de, je pense, prise de décision. On va beaucoup y revenir, où un deuxième playmaker ferait pas de mal du côté des Knicks. Est-ce que tu as la même analyse, Gabin? Est-ce que c'est un peu on est borderline héliocentrisme Jalen Brunson quand il n'y a pas de Julius Randle, quoi? Bah, je pense qu'il a beaucoup appris du fonctionnement de son ancienne équipe, en fait. Parce que tu as cité le joueur. Si c'était Luka Doncic à sa place, on ne serait pas inquiet. On se dirait, OK, ça peut tourner avec juste ce joueur en ball dominance. Mais là, il a des volumes d'usage de superstar. Et je ne pense pas qu'il ait les épaules pour porter l'attaque d'une équipe tout seul. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Pour l'instant, ça marche. Mais tu as parlé de plafond de verre. Je pense qu'on va l'atteindre à un moment parce qu'il fait tout. Et encore plus maintenant que Julius Randle est absent pour quelques semaines, je pense qu'on va commencer à avoir beaucoup de problèmes offensifs où il va se retrouver tout seul à l'initiation, à la création sur toutes les attaques. Parce que DiVincenzo peut pas avoir ce rôle-là à côté. Julius Randle, c'est pas forcément un créateur de jeu comme ça. OG Anunoby non plus. Donc je pense qu'en playoff, si on arrive à vraiment le limiter et que Julius Randle redevient Julius Randle playoff, bah, l'attaque des Knicks va me poser beaucoup de problèmes. Est-ce que plus que le problème de Jalen Brunson, qui je pense fait une saison All-NBA, enfin il fait vraiment une grande saison, est-ce que c'est pas vraiment l'alternative constante? Parce que en soi, si tu me donnes un deuxième porteur de balle solide, je suis pas inquiet. Mais là, la charge est vraiment trop importante, selon moi. Et moi, je pense que on en parlera peut-être après, mais je pense que ce deuxième porteur de balle, jeudi soir, il est au Knicks. Je pense vraiment qu'il est au Knicks. C'est Normalement mauvais pour notre épisode, ça. Non, mais enfin, très honnêtement, Gabin a parlé des Mavs. Je pense que les Mavs, ça pourrait être une équipe aussi à ajouter dans le listing des podcasts à faire, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les Mavs. Je trouve que, alors oui, Jalen Brunson n'est pas Luka Doncic, mais il faut. Pourtant, je suis le premier à avoir été réticent, mais à partir de quand on doit arrêter d'être sceptique sur le niveau actuel de Jalen Brunson? C'est-à-dire que l'an dernier, il évoluait pas à ce niveau, mais il évoluait déjà à un excellent niveau, au point d'avoir Amine qu'il avait classé dans son DH20. Là, cette année, il est quoi? Il est dans le top 10 du MVP, il est parti pour être l'NBA. J'ai entendu JJ Redick dans son podcast dire qu'hormis Luka et Shai Gilgeous-Alexander, est-ce que des guards font une meilleure saison cette saison que ce que fait Jalen Brunson? Ça peut se débattre. Il y a peut-être Tyrese Haliburton dans le lot. Potentiellement, mais là avec la blessure plus le fait que les Pacers sont en train de load manager, mais de le load manager pour qu'il soit éligible aux 65 matchs, ça c'est incroyable ça, mais ça peut largement se débattre. Donc oui, je pense qu'il est capable de prendre ce supporting cast. Tu as parlé du fait qu'il était à 8 minutes de temps de possession, déjà parce qu'il joue 40 minutes par match, parce que les Knicks sont passés d'une équipe, en fait c'est
tout le côté un peu, pas dramatique, mais d'Enix, c'est-à-dire que l'an dernier, c'était peut-être l'équipe qui avait le 10 rosterman le plus profond de la ligue. C'est-à-dire que quand tu regardais le banc, il y avait du Manuel Quickley, il y avait du Josh Hart, il y avait du Obi Toppin, il y avait du Isaiah Hartenstein. C'est-à-dire que le 5 majeur restait à flot, mais le banc démontait les équipes adverses tellement il était qualité. À partir du moment où ils décident de rajouter du talent sur le 5 majeur avec OG Anunoby et de perdre de la profondeur de banc, c'est le moment où les blessures commencent à s'enchaîner. Donc, s'ils dépassent un peu le cadre de 8 joueurs qu'ils ont actuellement, il faut que tu arrives sur du Evan Fournier, sur du Michael Flynn, donc ils préfèrent ne pas le faire jouer et à raison. Donc oui, pour l'instant, il manque cette problématique du deuxième porteur de balle. Je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Je pense que les blessures de Julius Randle, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur Julius Randle, apportent quand même quelque chose, notamment sur le fait de certaines situations au poste qui peuvent aider Jalen Brunson à avoir quelques tirs en catch and shoot, notamment à 3 points. Donc là, oui, effectivement, il y a un manque de responsabilité parce qu'il y a un joueur à 30% d'usage qui disparaît de la rotation. Donc forcément, tu dois combler avec un peu plus de Brunson. Et effectivement, les porteurs de balles à côté sont pas vraiment des initiateurs, même si sur les quelques matchs où Anunoby et Randle sont absents, j'aime plutôt bien ce que montre Donte DiVincenzo, même si c'est encore trop court. Ah, mais par rapport au cas de Jalen Brunson individuellement, c'est une saison DH20. Alors, nos chers fans d'Enix, rappelons que le DH20 n'est pas une prédiction. Donc, je maintiens mon classement à l'époque, mais effectivement, il fait une saison absolument incroyable. Et ce qui me fascine dans la progression de Jalen Brunson, c'est sa maîtrise des zones intermédiaires et sa manipulation sur le pick and roll, où en fait, il est au stade de Jedi Master. Genre là, c'est trop facile ce qui se passe pour lui au niveau des stop and go, des manières de manipuler la défense. C'est là où l'arrivée d'Oji change tout, parce qu'avant, il faisait beaucoup de pick and roll sur une moitié de terrain ou un quart de terrain, et où il faisait jouer DiVincenzo dans le corner parce qu'ils avaient peu pour pas que l'aide arrive. Et là, tu vois qu'avoir un shooter à 45 des deux côtés, enfin vraiment dans le corner, ça ouvre complètement le terrain pour les Knicks et pour Jalen Brunson. Alors, le régime de shoot est toujours extrêmement compliqué, je trouve. Enfin, il y a vraiment des shoots. Il est parmi les 5 joueurs NBA qui prennent plus de 10 pull-ups par match, et c'est celui dans le lot qui prend de moins de 3 points avec Devin Booker. C'est-à-dire que parmi Luka, Devin Booker, Trae Young, Donovan Mitchell, dont on va parler, et Jalen Brunson, je trouve que le régime de shoot est très... Alors, tu as raison, Constant, on est peut-être arrivé au stade où il faut arrêter de le mettre en doute, mais je trouve que le régime de shoot, même en playoff, pourrait être compliqué, surtout sur les longs mi-distance et plutôt sur les shoots intermédiaires près de la raquette qui sont compliqués, mais où il arrive à toujours manipuler la défense parce qu'il a une capacité à décélérer qui est vraiment folle. Pour moi, il y a eu ce débat aux States à un moment. Pour moi, c'est un mec qui peut faire passer dans la forme actuelle 2 tours de playoff à une équipe. Mon vrai problème, c'est à côté. Si on continue, les gars, peut-être en parlant de certains role-players, tu as mentionné Donte DiVincenzo qui est en feu un peu quand même, ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si quelqu'un va en parler. Alors, je sais pas s'il est en feu parce que on a en fait les Knicks, ils ont fait un truc très fort et ça, faut saluer le management des Knicks parce que ils avaient quand même 20 ans de matchmaking. C'est-à-dire que Free Agency 2022, ils signent la meilleure signature avec Jalen Brunson. Free Agency 2023, ils font une des meilleures signatures en mettant la mid-level sur 4 ans à Donte DiVincenzo. Donte DiVincenzo, on l'avait vu du côté des Bucks, il s'était blessé, il avait loupé le round de playoff où les Bucks sont champions. Ensuite, il est tradé du côté de Sacramento. L'an dernier, déjà, il avait fait une sacrée saison du côté de Golden State qui n'était pas forcément mentionnée. Et en fait, c'est le complément parfait du côté des Knicks. Il avait débuté le début de saison, il sort du banc. C'était Quentin Grimes qui était titulaire. Quentin Grimes a connu des blessures plus une baisse de régime offensif. Ils l'ont fait passer titulaire. En fait, maintenant, il n'y a plus de débat. Je trouve que Donte DiVincenzo, tu as parlé du fait que Brunson prenait beaucoup de tirs intermédiaires. Et ben justement, Donte DiVincenzo est en train d'exploser son volume à 3 points. Ça devient vraiment un shooter de très gros volume à 3 points tout en étant très efficace. Ce qui était déjà le cas à Golden State sur l'efficacité. Donc oui, ça plus le fait que défensivement, il s'investit beaucoup et il permet un petit peu de cacher sur certaines séquences Brunson pour éviter qu'il soit un peu trop impliqué. Je trouve que c'est le complément parfait sur le backcourt. Est-ce que c'est le meilleur joueur que tu peux mettre à côté de Jalen Brunson? Non. Mais pour un joueur que tu as fait venir en tant que free agent et pour la mid-level exception, je trouve que tu ne peux pas demander plus que ce que fait Donte DiVincenzo actuellement. Je conclurai juste en disant que il est capable, en plus, sur certaines séquences, de reprendre un peu ce rôle d'initiateur avec les absences qui est encore plus valuable.
Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur DiVincenzo ou d'autres role-players qu'on n'a pas mentionné encore, notamment Big Up à Amine Isaiah Hartenstein, très compliqué, dont il nous parle depuis pas mal de temps. Non, mais ce qu'il faut dire en fait sur cette équipe des Knicks, je vais parler un peu plus du travail qui a été fait sur l'effectif de la part du front office, parce que la première fois ils vont en playoff avec Thibodeau, je me souviens de longs débats avec Alan sur le fait que c'était pas c'était une qualification un peu étrange, on va dire, que ça a bien marché, mais finalement, depuis peu, dans la construction d'effectifs, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Et là, on a un effectif qui performe aussi bien. Je rappelle, ils ont perdu leur pivot. Et pas un petit pivot, leur pivot bien titulaire, bien efficace défensivement. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Pour en plus, pour parler du mois de janvier, c'était le 2e mois avec le plus de victoires de toute l'histoire de la franchise, de toute l'histoire des New York Knicks. C'est vraiment, enfin, ils vont extrêmement bien. Donc ouais, dans la construction de base, s'ils n'avaient pas eu ces soucis de blessure, je pense qu'ils seraient plutôt pas mal. Ce qui leur manque, c'est juste un porteur de balle. Moi, c'est vraiment mon regret sur le trade qu'ils font, où moi, j'aurais tenté de pas lâcher Quickley, mais peut-être que c'était une exigence sine qua non. Et dans ce cas, effectivement, tu le balances et puis tant pis. Mais hormis ça, l'effectif est très bien construit. Et la seule grosse erreur des dernières années, finalement, c'est Evan Fournier. C'est la seule erreur qu'ils font sur la construction de cet effectif. Et en soi, c'est pas flashy. Ok, Brunson est devenu un All-NBA. Quand il arrive, c'est pas un All-NBA. Et en soi, être aussi haut là, comme ça, avec ce type de construction, c'est extrêmement rare. Ils sont pas repassés par la draft. C'est pas comme ça qu'ils ont reconstruit. C'est assez inattendu comme d'avoir un tel résultat. J'ai pas beaucoup d'exemples dans ma mémoire d'équipes qui réussissent à se reconstruire comme ça. Hein. Bah, j'ai vu un graphique passer, je ne sais plus de qui, sur Twitter, qui disait en gros, recruter des All-Stars via la Free Agency, c'est devenu très rare. Et les dernières équipes qui ont réussi à recruter des All-Stars via la Free Agency, c'est les Nets avec Kyrie et Kevin Durant, les Knicks avec Jalen Brunson et Julius Randle. C'était il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'en gros, depuis 4 ans, il y a une équipe qui a réussi à recruter un All-Star via la Free Agency. Ça montre à quel point c'est un cas de figure rare. Et en plus, on a souvent taclé les Knicks en disant qu'ils n'étaient pas attractifs. Bah, ils ont pris 2 joueurs qui n'étaient pas forcément les plus bankable, on va dire, surtout Julius Randle. Et avec Jalen Brunson, où il y a quand même eu des circonstances favorables, on va dire, avec le père dans le coaching staff, mais ils les ont transformés en NBA. Gabin, qu'est-ce que le management le management qu'on taclé, l'erreur, on peut citer Fournier et Kemba, mais Fournier, il va peut-être bouger d'ici la deadline, mais ça serait un salary dump. Ça serait pour avoir un package, en échange d'un joueur intéressant. C'est pour ça que je pensais vraiment le recevoir à Toronto avec Quickley. Je pensais que au lieu de recevoir Barrett, Quickley, Fournier et des pics. Mais du coup, très content d'avoir Barrett à la place. Et maintenant, je trouve que le front office a été intelligent d'aller chercher Precious Achiuwa aussi. Parce que avec la blessure de... Parle-moi de ça, Gabin. Parce que Precious Achiuwa, il est bon au Knicks. Je comprends pas ce qui se passe. Ils en ont fait un joueur de basket, c'est incroyable. Bah oui, mais dans son... Il est parfait. Et maintenant que Mitchell Robinson est blessé, et je pensais pas qu'une line-up avec 2 bigs pouvait fonctionner. Mais en fait, parce qu'ils font jouer souvent Hartenstein, j'arriverai jamais à le dire ça. Hartenstein et Precious Achiuwa ensemble. Mais à l'époque, au Raptors, sur le poste de backup, on avait souvent des line-ups avec Boucher, qui est quand même très grand, qui est moins visible parce que le banc des Raptors, c'était pas vraiment les matchs qu'on regardait. Mais c'est à peu près la même chose qui se passe actuellement au Knicks. Et c'est un joueur qui défend bien et qui a un peu de move au poste. Donc, dans son rôle, il fait parfaitement ce qu'on lui demande. Il va pas exploser le plafond offensif et défensif de l'équipe. Mais en l'absence de Mitchell Robinson, heureusement qu'il est là. Même ce que fait Isaiah Hartenstein, c'est que Isaiah Hartenstein, c'était quand même un joueur qui était aux Clippers, puis ensuite aux Rockets. Les Knicks l'ont signé, je ne sais plus si c'est un trade ou si c'est une signature, mais en tout cas, ils font 2 ans à 9 millions.
Et en fait, déjà l'an dernier, c'était l'un des meilleurs backup pivots de la ligue. Et en fait, quand tu le propulses titulaire, il continue à garder ce niveau de qualité, que ce soit en rebond ou défensivement. C'est un vrai soldat, c'est un vrai tips player comme Tom Thibodeau les aime. Et on va voir ce qui va se passer durant l'été, mais lui aussi est free agent comme OG Anunoby notamment. Et je pense que on va voir comment ça va se passer déjà si Mitchell Robinson revient d'ici la fin de saison, ce qui n'est pas à exclure, mais surtout quels contrats vont potentiellement lui proposer des équipes ou les Knicks, parce que son cas est très intéressant. Et je pense que de ce qu'il montre, il serait potentiellement, voire largement prétendant à être titulaire au poste 5 dans pas mal d'équipes NBA. Surtout quand on voit l'état du poste 5 de certaines équipes ou l'état du poste de backup pivot d'autres. Petit teasing pour ce qu'on va dire tout à l'heure. On a pas mal parlé du coup, les gars. Il est peut-être temps de trouver une place dans cette hiérarchie aux Knicks. Parce que c'est peut-être là le moment du podcast où on ne sera pas tous d'accord. Je vais commencer avec toi, Madiane. Tu les mets où à l'Est? Allez, on a déjà fait le 4 quarts, mais on est à la mi-saison, en gros. Pour moi, les Knicks, c'est le tiers des Dark Horse de l'Est. C'est-à-dire que pour moi, il y a les Boston Celtics qui sont très largement devant, avec plusieurs longueurs d'avance. Je garde les Bucks dans un tiers à part. Et ensuite, je te regroupe les équipes où tu sais pas trop, c'est pas bon à prendre. Mais du coup, je mets dedans les Knicks, du coup les Sixers qui sont moins bien, que j'aurais pu mettre dans le tiers des Bucks, mais qui sont moins bien. On ne connaît pas le statut d'Embiid, donc ça, c'est un peu difficile à évaluer. Les zombies de Miami, parce qu'on ne sait jamais avec eux. Donc voilà, je les mets dans ce tiers-là où je me dis qu'il y a un run de playoff qui peut se jouer, parce qu'en soi, hormis les Celtics, je vois personne. Je me dis pas c'est mort d'entrer en rentrant dans une série contre quiconque. C'est à part les Celtics, je vois pas contre qui les Knicks se disent c'est mort, on gagnera pas. C'est toujours possible, peu importe qui tu prends en dehors des Celtics. On en parlait en off tout à l'heure. En fait, si tu veux faire un run à l'Est, c'est l'année ou jamais, quoi. Parce que Embiid, il s'est blessé. T'as les Celtics qui ont l'air imprenables, mais c'est la seule équipe. Et derrière les Bucks, ils ont pas encore trouvé leur alchimie et c'est ils ont Doc Rivers. Coach. Ouais, exactement. Le Heat, il y a des problèmes pour l'instant. Là, ne prend pas avec Terry Rozier. Tu prends Pacers Magic, c'est trop tôt. Donc finalement, eh bien c'est l'année où jamais pour faire un run. Je pense que les Knicks, ils peuvent se mettre un objectif de finale de conf. C'est pas du tout déconnant de se dire que le plafond qu'on peut atteindre, c'est finale de conf contre Boston. Et ça serait un excellent résultat qu'ils peuvent viser. Je serais dans l'entre-deux. On va dire que là, j'étais en train justement de vérifier la stat. Contre les équipes avec un bilan de 50% de victoires ou plus, les Knicks sont en 11 victoires pour 17 défaites. Alors, vous comprenez pourquoi je préfère l'Ouest à l'Est. Des équipes dans la conférence Est avec un bilan de victoire positif contre des équipes à 50% de victoire ou plus, il y en a 2. Il y a Boston et Milwaukee. Dans la conférence Ouest, il y en a 6. Je suis désolé, le beau basketball, il se pratique dans la conférence Ouest. Hormis quand c'est les Boston Celtics. Non, mais je suis un peu plus sélectif. Après, on en parlera quand on évoquera le cas des Cavs. Je pense qu'il y a une vraie possibilité cette année, en tout cas pour ces deux équipes, parce que comme vous l'avez dit, que ce soit Gabin ou Madiane, il y a une incertitude autour des Bucks, même si je les classe un peu dans un tiers à part, qui est le tiers Doc Rivers, où tu sais pas comment ça va se passer, mais malgré tout, l'effectif semble être quand même de meilleure qualité. Alors, les Bucks et les Knicks se sont beaucoup joués en début de saison, mais ne se sont pas joués depuis le trade pour OG Anunoby et potentiellement un trade qui pourra avoir lieu à la deadline. Donc, c'est une confrontation que j'attends, parce qu'il me semble qu'il reste encore un match. Mais voilà, Philadelphie, vous le saurez peut-être au moment où vous écoutez ce podcast, mais il y a une vraie incertitude autour de Joel Embiid. Sera-t-il présent d'ici la fin de saison? Si oui, combien de temps va-t-il être absent? Parce que s'il est absent 8 semaines, on voit que Philadelphie sans Joel Embiid, ça peut vite chuter au classement. Donc je pense, oui, qu'il y a un tiers, selon moi, ou un scénario où les Knicks peuvent atteindre la finale de conf, mais ça dépendra d'une part du seeding, parce que s'ils finissent 4e et qu'ils jouent potentiellement Boston en demi de conf, ça va être très difficile. Ouais, mais en tout cas, je pense que
Il y a un top 5, même Miami, faut jamais dire ça avec les zombies du 8, mais je suis quand même pas mal sceptique sur le 8 cette saison, encore plus que l'an dernier. Indiana, je considère ça au-dessus. Pour moi, il y a un groupe vraiment de 5 équipes avec Boston, Milwaukee, Cleveland, New York et Philadelphie qui peuvent prétendre passer un tour, voire même aller en finale de conférence. Hormis Boston, bien sûr, qui est premier, on va dire, il y a à partir de 2, c'est très ouvert, mais ça va beaucoup dépendre du seeding parce que celui qui va jouer Boston en demi de conf va avoir beaucoup moins de chance. Comptez-moi parmi pas les défenseurs de Doc, mais parmi les supporters invétérés des Bucks. Pour moi, il n'y a toujours pas de... J'ai toujours beaucoup de mal. J'ai passé mon après-midi à imaginer une demi de conf entre les Knicks et les Bucks, en fait. Et en imaginant ça, j'ai toujours du mal à imaginer les Knicks qui sont. On a fait 40 minutes de compliments aux Knicks. J'ai toujours du mal à imaginer un scénario où les Knicks sortent les Bucks, quand bien même Doc Rivers soit coach, quand bien même les Bucks cette année sont loin d'être bons et sont même très inquiétants par séquence. J'ai beaucoup de mal à me dire que même si en plus le match-up est pas mauvais pour les Knicks, je pense. Contre les Bucks, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce scénario. Donc pour moi, par contre, ils sont dans le groupe des poursuivants. À l'instant, je les mets parmi les plus gros dangers. Dans le groupe des poursuivants. Mais Ben, moi, le fait que les Bucks y soient pas, déjà de base, on n'est toujours pas à l'abri, au vu de la forme des équipes et la configuration actuelle à l'Est, que les Bucks finissent 4. Parce que c'était exclu il y a quelques semaines. Mais là, avec les séries en cours, que ce soit des Cavs ou des Knicks, qui sont en plus nos deux équipes de l'épisode, moi, la place des Bucks, je commencerais vraiment à me dire, faut vraiment pas l'embiner. Ils tankent, ils finissent jamais 4, les gars. S'ils finissent 4, ils finissent 6. Ils finissent jamais. Ils ont autant de défaites. Ils sont autant de défaites que les Cavs. Et ils ont le 6e calendrier le plus dur d'ici la fin de saison. C'est pas exclu, hein. C'est vraiment pas exclu que ça puisse arriver, surtout vu des formes actuelles. En vrai, je pense que les Bucks, je les mets toujours dans un tiers à part, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut qu'ils fassent gaffe parce que je pense effectivement qu'ils éliminent la plupart des équipes, hormis les Boston Celtics. Mais attention parce que si tu tombes 4, tout tombe à l'eau. Bien évidemment. Après, je reste persuadé, et c'est pour moi, là, on a peu évoqué son cas parce qu'il est blessé, mais Julius Randle a le destin des Knicks en playoff dans sa besace, en fait, parce que je peux pas imaginer une série où, oui, il fait de mauvaises saisons, mais où Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo, qui est, je le rappelle, depuis 4 ans, toujours le meilleur joueur d'une série, à part quand Jimmy Butler se transforme en Dieu, c'est toujours le meilleur joueur de la série dans laquelle il participe, sortir contre une équipe où Jalen Brunson a un niveau de top 15 NBA, mais où Julius Randle doit faire une énorme série, en fait. Si, je sais, c'est un peu limiter le spectre de parler comme ça, mais j'ai quand même du mal à voir une équipe avec 2 top 15 NBA sauter comme ça. Enfin, encore une fois, Damian Lillard est toujours un top 15 NBA. C'est un débat. C'est un débat. Mais j'avoue que je pense que je suis actuellement parmi tous les fans NBA, je dois être dans le 5% le plus optimiste sur les Bucks, mais c'est un autre débat, ça. Et c'est pas parce que je suis fan de Doc, hein. Détrompez-vous. On va enchaîner. Je suis fan de Giannis et de Damian Lillard. Fan de Doc Rivers. Je crois trop à la puissance de feu, je pense. C'est mon problème. En parlant d'équipe qui a perdu 2 fois face aux Bucks, les Cavs. Il est trop fort. C'est pour ça qu'on a mis le max sur lui. Les Cavs qui sont donc à 13 victoires et 2 défaites depuis le 1er janvier. C'est donc le premier bilan de la NBA sur la période avec une défense qui est la meilleure défense, là où les Knicks étaient 2e. Par contre, là où les Knicks étaient 7e attaque, ces Cavs, c'est compliqué, hein, la fin de l'épisode. Les Cavs sont 8e attaque sur la séquence. Voilà, on a réussi. En tout cas, on va beaucoup parler des Cavs parce que c'est une équipe qui est aussi sur une série de victoires et c'est une équipe qui a connu des blessures comme les Knicks, mais peut-être des blessures un peu plus impactantes. Gabin, allez, tu n'as pas participé au combat de coq sur l'Est, je vais te commencer par toi. On est sur une équipe qui, offensivement, alors on va parler de la défense, parce que la défense des Cavs, ça fait 2 saisons qu'elle est très bonne, mais qui, offensivement, a su survivre à l'absence de Garland.
Ouais, c'est très particulier. Garland qui s'était blessé en décembre et qui vient de revenir. Et cette blessure, elle nous fait poser de grosses questions. Parce qu'en fait, ils ont fait un gros run du coup de 12 victoires sur les 13 derniers matchs. Et on a vu Donovan Mitchell dans un rôle plus organisateur qui réalise superbement bien en fait. Je l'avais sous-estimé dans ce rôle de créateur de jeu. Et en fait, la question, ça va être de savoir si le fit avec Garland et Mobley à la fin, est-ce que le fit de cette équipe est vraiment si bon quand l'équipe performe aussi bien sans eux? Alors ouais, il y a eu Mitchell était sur une autre planète sur ce mois de janvier, mais là, ils redécouvrent leur 5 de départ. Sur les 47 matchs au total, Garland, il en a fait 23, Mobley 24. Et là, on redécouvre le quatuor de tête. Ils recommencent à jouer ensemble. On a vu des matchs contre les Spurs. C'est pas contre ce genre d'équipe que j'ai envie de les voir jouer. Et du coup, c'est à partir de maintenant qu'on va vraiment juger parce qu'on va se dire si, quand Mitchell a beaucoup de responsabilités offensives, ça marche bien. Et dès que Garland revient et se repartage l'usage, ça ne fonctionne pas, eh il y aura de grosses questions à se poser. Oh, de grosses questions à se poser, carrément. Est-ce qu'il y aura des grosses questions à se poser, Constant? C'est une équipe qui n'a jamais été au complet quasiment les Cavs sur l'intégralité de la saison. Parce que là, on est quasiment à 50 matchs, donc on est aux 2/3 de la saison. C'est-à-dire que début de saison, Jarrett Allen est absent, puis Donovan Mitchell est absent. On arrive en décembre, c'est Donovan Mitchell qui est un peu absent au début décembre ou début janvier. Après, tu as la blessure de Garland et de Mobley. C'est peut-être la première fois cette année, hormis sur un stretch de 2-3 matchs, où ils ont l'intégralité de leurs 5 majeurs. Donc ça va être intéressant. Je serais un peu plus sceptique, on va dire, sur ces cases. Alors déjà, on avait parlé de Donovan Mitchell dans le 4 quarts où j'étais présent, on en reparlera peut-être un peu après, mais je vais vous citer les équipes que les Cavs ont battues sur ce stretch. Oui. Les Wizards 2 fois, les Spurs, les Nets, les Bulls, ils sont allés gagner à Milwaukee, ça c'est bien. Ils sont allés gagner à Atlanta, à Orlando, c'est bien. Leur défaite, c'est contre Milwaukee. Ils sont allés retaper Milwaukee chez eux ce coup-ci. Victoire contre les Clippers, qui est probablement leur victoire la plus impressionnante de tout le stretch, que ce soit de par la qualité de l'adversaire et dans le contenu. Détroit, Memphis, San Antonio. Ils n'ont pas battu. Tu vois, on parlait du fait, Ben, que les Knicks avaient eu un calendrier favorable. Les Knicks, il y a quand même Minnesota, il y a quand même Denver, il y a quand même eu des grosses pointures de la conférence Ouest qui sont venues. Là, tu as Milwaukee 3 fois, tu as les Clippers, quoi, globalement. Sans vouloir manquer de respect aux Wizards, aux Spurs, aux Nets, voilà. Ils vont jouer Sacramento d'ici quelques jours. Ça, c'est même leur prochain match. Ça, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais non, toujours est-il qu'ils ont fait le taf face à ces équipes-là. Mais je serais un peu plus sceptique sur le calendrier parce que là, il a vraiment été favorable à ces Cavs. Malgré tout, oui, ils font quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs au moment où il y a la blessure de Darius Garland et la blessure d'Evan Mobley, où on se disait les Cavs, où est-ce que ça va aller? Potentiellement, il y avait quelques analystes qui disaient il faut potentiellement capitaliser sur la valeur de Donovan Mitchell, et le joueur est resté insensible à toutes les critiques. Il a pris la franchise des Cavs sur son dos, il a dit ok, je vais faire avec l'absence de ces deux-là, et en plus de ça, il s'est retrouvé avec un joueur qui a retrouvé son niveau All-Star en la présence de Jarrett Allen. Donc oui, c'est une équipe qui tombe très très bien, même si l'adversité n'a pas été la plus forte sur ce stretch. Diane, alors, effectivement, quand j'avais pas fait la liste pour les Cavs, je l'avais fait pour les Knicks. Oui, bon, ils ont vraiment pas joué grand monde. Vas-y, Madiane. Mais justement, du coup, que la capacité de Donovan Mitchell à pouvoir prendre en main une attaque, on la connaissait quand même. Enfin, c'est très bien, mais du coup, moi, je suis à moitié surpris. Par contre, moi, c'est Jarrett Allen qui m'a agréablement surpris, du coup, dans la façon de prendre en main les responsabilités, parce qu'en fait, il fait vraiment beaucoup de choses dans la défense des Cavs. C'est vraiment énorme son impact. C'est-à-dire que, en fait, il glisse pour protéger la raclette, il conteste les lignes de passe, il verrouille quasiment le rebond à lui tous. Enfin, c'est un travail qui est extrêmement fort. Et en plus, il est bon dans le périmètre. Et celle-là, je ne l'avais pas vu venir, que Jarrett Allen devienne bon dans la contestation de tir à l'extérieur.
c'est extrêmement intéressant dans son évolution. Donc, franchement, le travail de Jarrett Allen sur cette phase, il est hallucinant. Hallucinant, on peut parler des équipes, etc. Enfin, le travail de Jarrett Allen et son évolution, c'est vraiment le truc à mettre en avant. Et aussi, collectivement, je trouve que ces absences ont un peu forcé un peu de sérieux dans l'équipe des Cavs. Parce que, notamment, c'est ce qui avait été mis en avant par les Knicks lors de la dernière jeu de playoff, où en fait, au rebond, les Knicks blitzaient et avaient réussi un peu à pourrir les Cavs au rebond pendant toute la série, et ça avait coûté extrêmement cher aux Cavs qui se sont fait sortir derrière. Et là, il y a un effort collectif sur le rebond et la défense qui est quand même bien meilleur. Et je pense que c'est aussi lié aux absences, c'est-à-dire que ça a un peu forcé tout le monde à faire un peu plus attention à ce qu'il faisait. Et il y a même du sérieux défensif chez Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui est quand même notoirement connu pour faire n'importe quoi défensivement. Enfin, il y a quand même un casier judiciaire de vidéos de conneries qui est long. Parce que James Harden, on lui a tapé dessus, mais j'ai vu des trucs chez Donovan Mitchell. Ce serait Harden, on l'aurait fusillé sur place publique. C'était déjà mieux l'an dernier. Ouais, c'était déjà mieux l'an dernier, mais quand même, il y a des choses qui sont des fois. Alors, je veux bien qu'ils prennent en main l'attaque, mais pour moi, c'est pas Utah et il peut pas se permettre quand même certaines choses. Et là, je le vois, il vient plus agresser le porteur de balle. Quand il y a un écran, il vient essayer du coup de récupérer son attaquant. Enfin, vraiment, Donovan Mitchell aussi s'est mis pas mal de plomb dans la tête au niveau de la défense. Et ça, c'est peut-être plus étonnant que ses exploits offensifs. C'est vraiment défensivement où moi, j'ai envie de saluer que collectivement, ça c'est beaucoup plus mûri. Et je pense que ouais, les absences les ont aidés parce que avant, tu pouvais presque trop te reposer sur les autres, sauf que ça demandait un niveau d'aide défensive beaucoup trop élevé et ce qui laissait des brèches dans ta défense qui étaient exploitées. Je vais peut-être parler de Donovan Mitchell en attaque, perso. Je sais que Constant, tu voulais le faire aussi, où il a dû compenser, du coup, l'absence de Darius Garland avec plus de playmaking. Alors, je pense que j'ai lu beaucoup que Mitchell avait du coup peut-être gagné une dimension en termes de passeur. Je calerais peut-être certaines analyses là-dessus. Je trouve que ça reste un passeur qui est beaucoup bon. Je pense que ça, c'est l'influence de Quinn Snyder où il est beaucoup pénétration, drive and kick. Voilà, l'aide arrive, tac, je décale. C'est pas encore un joueur qui, sur le pick and roll, il a pas le degré de passe de Darius Garland sur les pick and roll, qui a fait la fameuse pocket pass, de changer, renverser le jeu. Il n'a pas encore ça, mais effectivement, ça l'a obligé. Il y avait une très bonne interview sur The Athletic par rapport à ça, où il a essayé, il avait une responsabilité de mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Il a su le faire, ce qui a permis qu'on puisse voir certaines recrues de la saison, certaines arrivées qui ont pu être mises dans les bonnes conditions après. Je reste persuadé que cette équipe, son fonctionnement, même si défensivement, alors ça c'est pour les previews de playoffs, ça, on a le temps. Défensivement, ce duo Mitchell Garland peut poser des problèmes. Je pense que leur attaque, la meilleure version de leur attaque reste une attaque où il y a Darius Garland et Donovan Mitchell qui alternent avec la gonfle. Je reste persuadé de ça, mais Constant, je te lance là-dessus. Je t'ai peut-être grillé 2-3 billes, mais je trouve que les intentions de Mitchell étaient bonnes, en tout cas. Oui, bon, on avait un peu parlé durant le 4K, où moi j'avais dit que j'étais pas spécialement surpris parce que je trouvais que Mitchell retrouvait avec la blessure de Garland la même configuration qu'à Utah. Ce qui est pas faux complètement, c'est-à-dire un joueur avec globalement, principalement l'initiateur de toutes les attaques, sans réel porteur de balle à côté de lui. Ou alors, si c'est un porteur de balle, c'est plus un connecteur type Max Strus ou plus un type spot-up shooter, ou en tout cas un joueur qui va aller chercher son propre tir, comme peut l'être Caris LeVert. Mais par contre, oui, les progrès au playmaking, c'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens parler du playmaking d'Anthony Edwards, par exemple, en disant oui, le playmaking d'Anthony Edwards, il a progressé, machin. Le playmaking de Donovan Mitchell, il a progressé. Là, pour le coup, il y a une vraie progression. On en avait parlé avec Adrien et Tom quand on avait fait l'épisode du DH20 sur Donovan Mitchell, où on disait qu'il était prévisible dans son jeu de passe.
Là, je trouve qu'il est beaucoup plus imprévisible dans son jeu de passe. Il est à 8 passes de moyenne depuis l'absence de Darius Garland. Je ne suis pas allé chercher, mais je pense que sur une quinzaine de matchs, ça ne doit pas être loin d'être son meilleur stretch en carrière, tout en conservant un niveau de perte de balle qui est équivalent à ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'il est à 3,1 pertes de balle, il y a plus de passes, mais il n'y a pas beaucoup plus de turnover. Non, je trouve que c'est un joueur qui s'est complètement qui s'est complètement intégré dans le moule, qui a pris l'attaque des Cavs à bout de bras, que ce soit au playmaking, mais même, enfin voilà, vous avez déjà parlé de Mitchell, donc je dévie un peu. Même Jarrett Allen, je trouve qu'il a fait des progrès dans les lectures sur ce stretch-là. Je trouve bien plus intéressant que ce qui pouvait être l'an dernier. C'est-à-dire que c'est pas juste un finisseur, c'est quelqu'un qui est capable parfois de faire les bonnes lectures. L'ajout de Max Strus en tant que connecteur. Enfin voilà, je vais pas griller toutes les cartouches, mais sur le cas Mitchell, oui, c'est un joueur qui vraiment a pris les rênes de cette équipe, qui continue de montrer les qualités au scoring qu'on avait déjà vues, mais en termes de playmaking, aussi parce qu'il y a plus de joueurs qui sont capables de mettre dedans à 3 points que l'an dernier. C'est un point qu'il ne faut pas négliger, mais qui montre de meilleures choses que ce qu'il a pu voir l'an dernier, où effectivement il était plus dans un registre de scoreur parce qu'il y avait Darius Garland. Gabin, on a beaucoup parlé donc alors pas beaucoup d'Evan Mobley, mais on a pas mal parlé de Jarrett Allen, de l'absence et du retour de Darius Garland et de Donovan Mitchell. Quid des autres? Parce que ça a été une des grandes questions pendant la saison dernière, c'est qui était déjà un 5e titulaire et qu'est-ce qu'on faisait de ce banc qui était très très maigre. Alors, il est meilleur cette année, mais est-ce qu'il est assez bon pour te rassurer? Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, la grosse question, c'était sur le poste 3, parce que Isaac Okoro te posait trop de problèmes de spacing. Cette année, on a Max Strus. Bon, c'est pas le joueur parfait, mais c'est mieux. Connecteur, il peut mettre des 3 points. Bonne défense. Donc, Max Strus fait le taf. Donc, finalement, sur le 5 majeur, j'attends là avec le retour de tout le monde pour voir des vrais matchs avec ce 5, voir comment ça fonctionne normalement. Ça devrait assez bien fonctionner. Maintenant, sur le banc, je trouve ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'ailiers qui essayent de répondre à la question de qui allait être le 5 majeur. Et on se retrouve avec beaucoup de joueurs sur le même poste, que ce soit Caris Levert. On a aussi l'arrivée de Sam Merrill, donc qui est un peu sorti de nulle part, mais qui a été super utile pendant ce run des Cavs sur le mois de janvier. Un sniper à 3 points. Et du coup, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer sur le banc sur ces postes 2, 3, voire 4. Et par contre, au poste de meneur backup et pivot, je suis très très sceptique. Pour moi, Tristan Thompson, si tu as des ambitions, c'est trop faible. Et puis, il est suspendu. Et il est suspendu en plus. Donc, il manque peut-être de variété. Je pense que Caris Levert peut être un asset intéressant pour certaines équipes qui recherchent un peu ce feu follet capable de se créer son propre shoot sur le banc. Il faut transférer pour trouver des meneurs backup ou un pivot. À part ça, le banc est bon, mais comme j'ai dit, c'est concentré sur les mêmes postes. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de forcément faire de line-up qui peut correspondre à ton 5 majeur? Je repense un peu au modèle avec de big, l'équilibre qu'a trouvé Minnesota, où ils ont un seul backup et puis ils tournent à 3 sur le poste et ça fonctionne bien. Donc je pense qu'en fait, oui, il te faut un 3e grand. Et ça va être difficile à trouver, mais je pense que c'est jouable. Et après, oui, t'as pas vraiment de deuxième porteur de balle, mais ça tombe bien, en fait, t'as Donovan Mitchell et Darius Garland dans ton effectif. Donc je suis pas sûr que c'est ça la priorité. Pour moi, la priorité, elle est sur le big, et à la limite, dans tes rotations, il faut que tu t'arranges pour que du coup, oui, Darius Garland ou Donovan Mitchell fera des minutes avec les backups et ce sera très bien et tu tourneras. En fait, pour moi, tu as juste besoin de bien tourner et tu as suffisamment d'indices sur le fait que oui, Jarrett Allen tout seul te permet de maintenir un niveau défensif très très élevé. Donc ouais, tu peux tourner, tu peux utiliser ton roster de manière efficiente. Et moi, je pense que ça peut le faire. Ils ont moins de soucis. C'est un 3e grand qu'il faut, mais je pense pas à un backup meneur. Je pense que c'est bien tel que c'est. Et Caris Levert, j'ai du mal à envisager que tu puisses en tirer beaucoup de choses plus intéressantes que ce qui t'apporte déjà, parce que sa valeur sur le marché, je crois pas que sa valeur d'échange soit si élevée que ça. Je pense que tout le monde en a suffisamment vu
pour connaître les limites du joueur et je pense que ça va rester là parce qu'ils n'auront aucune offre satisfaisante en les changeant. Je pense que c'est un truc. Vas-y, Constant. Je sais pas si c'est un big qu'il leur faut. Parce qu'en fait, dans la séparation de minutes, ce qu'ils sont en train de faire, c'est que tu as 28 minutes de Mobley et de Jarrett Allen qui jouent ensemble. Et en fait, les deux se répartissent le rôle de backup. Pour moi, c'est Ouais. plus un 4 qu'il leur faudrait que vraiment un big à la Nasrid, par exemple. Qui est l'exemple ultime. C'est plus un ailier un peu de grande taille qui pourrait justement évoluer au rôle de poste 4 pendant que Evan Mobley et Jarrett Allen sont au poste de pivot, ce qu'ils n'ont pas actuellement. Ils ont Isaac Okoro, mais Isaac Okoro sur demi-terrain, il est inexistant. Donc je trouve que c'est plus dans ce domaine-là qu'ils auraient vraiment besoin d'un renfort que vraiment un poste 5, parce que les deux, que ce soit Evan Mobley ou Jarrett Allen, ont déjà été utilisés en tant que pivot et ont déjà prouvé qu'ils étaient de très bons pivots, même en évoluant sans l'autre. Et après, sur leur banc, je trouve qu'il y a plusieurs ajouts qu'ils n'avaient pas l'an dernier. Sam Merrill, il était déjà dans l'effectif l'an dernier, mais ils lui ont vraiment donné du temps de jeu. C'est un peu il y a eu beaucoup plus petit, mais j'aime un peu. C'est un peu le Sam Hauser des Cavs. Hein. C'est vraiment il est là pour bombarder. Il est très efficace, beaucoup de spacing, beaucoup de jeux en mouvement. J'aime beaucoup ce qu'il apporte du côté des Cavs. Ça fluidifie l'attaque. Il y a le côté, voilà, j'en ai parlé, mais Max Strus, qui est une vraie recrue. Pas tant pour ce qu'il apporte en adresse, mais pour ce côté un petit peu connecteur qui fait qu'il y a beaucoup plus de mouvements de balle dans l'attaque des Cavs, qui est beaucoup moins prévisible que ce que pouvait voir l'an dernier, qui peut potentiellement rendre moins nécessaire l'ajout d'un second ball handler en sortie de banc, surtout que potentiellement il l'avait ce second ball handler, c'était Ricky Rubio, mais Ricky Rubio, les blessures plus la retraite font que potentiellement c'est une cartouche supplémentaire que tu perds. Voilà, sinon il y a Dean Wade qui avait été pas mal absent, il me semble, l'an dernier, qui apporte ses minutes. C'est un peu comme les Knicks, en fait, ils ont pas mal de profondeur sur le poste 2-3, mais il manque vraiment, pour moi, plus qu'un big, il manque un 4 plutôt grand qui peut être capable d'évoluer à côté de Mobley ou à côté de Jarrett Allen quand il n'y en a qu'un des deux sur le parc. Je pense que moi... Oh, vas-y, Ben. Vas-y. Mais moi, en fait, ce qui me surprend, c'est que du coup, les rumeurs parlent de Bogdan Bogdanovic. Et moi, j'ai du mal à comprendre la logique derrière. Parce qu'en soi, tu ne règles rien avec son arrivée. Parce que je suis allé voir, du coup, qu'est-ce qu'il comptait faire sur cette trade deadline. Et moi, ça m'a fait tomber des nues parce que je suis en phase avec toi. C'est plutôt du côté de la taille que j'irai chercher et non pas en train de me doubler ce que j'ai déjà en quadruple. Là où je serais peut-être un peu plus mesuré que toi, Constant, c'est que Evan Mobley, je questionne toujours sa capacité à être 5 sur des stretches de playoff. Où pour moi, la question se pose encore où Jarrett Allen. Bon, on va faire comme si la série contre les Knicks l'année dernière n'a pas existé. En fait, voilà, on va l'oublier. On l'a vu quand même, hein. C'est une question de match-up. Mais oui, il y a certains match-ups qui m'inquiètent encore avec Mobley. C'est là où j'aimerais avoir d'autres choses que Tristan Thompson. Voilà. Où tu as dit c'est pas suffisant, Gabin. Effectivement, si ton objectif c'est le titre NBA, c'est pas suffisant. Si c'est d'être dans le showbiz, peut-être. Mais en tout cas, Tristan Thompson à l'actuel, c'est plus suffisant. Moi, c'est vraiment ce poste-là où j'aimerais qu'ils aient de la taille et qu'ils offrent la possibilité du coup à Mobley de pas être obligé. En gros, de ne pas être obligé de stagger les minutes, d'alterner les deux sur les campagnes de playoff, en fait. Moi, j'ai un peu peur avec la configuration actuelle qu'en gros, sur des campagnes de playoff, les deux jouent très très peu ensemble sur des minutes et qu'il y ait beaucoup de pression sur la protection de cercle sur le 5 parce que sur le backcourt, il aura un des deux, voire les deux, Mitchell Garland, en fait. J'aimerais bien qu'il y ait une alternative, mais en l'état, Mobley, dans son rôle de 4 backup pivot 5, c'est bon, mais je suis juste inquiet si tes ambitions, transition, ça fait 7 ans qu'on fait ça, les gars, on sait faire des transitions vers les ambitions. Si ton ambition, c'est peut-être de passer 1 voire 2 tours, je pense qu'il y a des match-ups qui te poseront beaucoup de problèmes. Typiquement, s'ils se prennent la raquette des Knicks sur une série, ça m'inquiète vraiment. Alors en fait, le problème, c'est que s'ils ne staggèrent pas les minutes de Mobley et de Jarrett Allen, ils vont se retrouver sur la même problématique que l'an dernier face aux Knicks, qui était beaucoup plus... On a beaucoup parlé du rebond, mais c'est beaucoup plus une problématique de spacing, en fait, qui faisait que les Cavs en attaque et d'absence de mouvement de balle. C'est-à-dire que non seulement les Cavs avaient peu de spacing, mais étaient prévisibles dans ce qu'ils allaient faire avec la balle. Donc, ce qui fait que l'attaque des Cavs a totalement déjoué lors de cette série face aux Knicks. Effectivement, ils vont manquer de taille, mais le fait que tu aies deux intérieurs qui ne tirent pas... plus le fait que
ton ailier qui était Isaac Okoro l'an dernier ne tirait pas vraiment, ou en tout cas n'était pas considéré par les défenses adverses comme un shooter, ça pose des soucis. On va voir si avec les recrutements potentiellement de Georges Niang ou de Max Strus, ça va débloquer ça. Mais je pense, oui, effectivement, que c'est encore une question qui va se poser, que en l'état, tu as difficilement une réponse à ce qu'ont proposé les défenses quand Mobley et quand Jarrett Allen seront sur le parquet, que de stagger les minutes des deux, potentiellement de moins responsabiliser Mobley en protection de cercle en le faisant stagger ses minutes, mais en le faisant jouer 5 contre les secondes unités adverses. Après, au niveau des ambitions, je pense que c'est une équipe qui peut avoir effectivement l'ambition de passer un tour, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Elle peut avoir potentiellement l'ambition de venir gratouiller peut-être les Bucks, les Celtics. Tu vois, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner face aux Celtics en termes de match-up, par exemple. Potentiellement avec un Porzingis ou avec les Celtics sont une équipe qui génère énormément de 3 points, qui vont assez peu au cercle. Comment les deux défensivement pourraient être responsabilisés? Mais après, oui, je pense qu'ils sont dans le même tiers que les Knicks parce que malgré tout, je continue de faire confiance dans cette défense. Je pense que ce qui s'est passé l'an dernier, certaines leçons ont été retenues. Je trouve que l'effectif est meilleur que l'an dernier. Après, voilà, tout dépendra de la match-up. Tu te retrouves à jouer contre Philadelphie. Bah oui, c'est un peu embêtant si tu as joué à l'Embiid. Si tu te retrouves à jouer contre Indiana au premier tour, je pense qu'ils ont une vraie possibilité de passer un tour. Donc, encore une fois, question de seeding, question de match-up. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on les met en plus ou moins dans les mêmes eaux que les Knicks, Gabin? Je vais aller vers toi. Alors, désolé, on ne parle pas des Raptors dans cette course-là. Gabin, désolé. Non, mais nous, on est sortis. Dans l'autre course, à qui peut être le plus nul, impossible de battre Charlotte. Ils sont trop forts. Enfin bref, moi, je reste un peu traumatisé par la série de playoffs de l'année dernière. Et je trouve que même si l'effectif est meilleur, on n'a pas trouvé toutes les solutions. Il y a des problèmes au rebond, on a des problèmes sur le poste 3. Max Strus, c'est mieux, mais c'est pas non plus le 3&D ultime qu'il te fallait, je trouve. Il y a des problèmes de rotation de Bickerstaff et sur le fait qu'ils ne trouvent pas de solution face aux réponses adverses. Donc, pour l'instant, je ne les mettrai pas gagnants sur beaucoup de séries playoffs. Je trouve que tout à l'heure, Madiane, tu as cité 5 équipes. C'est toi? Je crois que c'était toi. Qui a cité 5 équipes à l'Est qui pouvaient prétendre à la finale de conf. Pour moi, il y a vraiment une distinction entre les 4 premières et les Cavs qui sont la cinquième, avec encore une distinction sur les équipes du tout. Et je demande à ce qu'elles Ça veut dire que tu mets les Sixers au-dessus. Les Sixers, c'est compliqué parce que ça dépend si Embiid revient en forme ou pas. Sans lui, c'est pas la peine de compter Philadelphie pour moi. Parce que techniquement, si Joel Embiid revient au même niveau que le niveau qu'il a affiché depuis le début de saison, il y a un top 3 et les deux autres sont en dessous. Ouais. Mais du coup, avec Cavs en 4 et pour moi. Donc Cavs en 5 et les Knicks en clair 4. Quoi. Là, c'est comme ça que je verrai l'Est. Je suis pas loin de partager ton point, Gabin. En fait, les Cavs, je serais pas étonné qu'ils passent un tour, mais en fait, comme ils ont plus de difficultés à gérer pas mal de match-up dans cette conférence, faudrait vraiment avoir de la chance de tomber sur 2 tours qui te sont favorables. Il faut vraiment tirer la bonne combinaison. Et là, je trouve que c'est déjà plus tendu. Ils ont de la chance d'être bien partis quand même pour réussir à s'insérer d'éviter la 4e place, ce qui est essentiel en fait. Faut pas être 4, c'est tout. Après, ouais, c'est là la difficulté, c'est que est-ce que tu vas réussir vraiment à passer les Knicks ce coup-ci? Ce sera sans doute mieux que l'an dernier, mais est-ce que tes ajustements suffiront? Je ne sais pas en fait, c'est vraiment difficile à évaluer les forces en présence dans cette conférence. Bon, les Sixers sans Embiid, oui, tu y arriveras. Effectivement, je pense que les Pacers, ça devrait aller aussi, mais c'est pas simple. Donc pour moi, l'ambition, si tu dois l'avoir, c'est tu te dis passer un tour et après, ça dépend de qui c'est. Si c'est un match-up défavorable, bon, tu as de fortes probabilités de sortir.
et presque tant pis. Mais par contre, c'est sûr, c'est pas la même équipe que l'an dernier. Et je les trouve bien plus dangereux cette année parce qu'ils ont quand même bien tiré les leçons de ce qui a pu se passer. Donc je serais beaucoup plus confiant pour ces Cavs. Après, ce qu'on peut dire pour les Cavs comme pour les Knicks, et on peut conclure là-dessus, c'est que vraisemblablement, on est face à deux équipes qui vont s'octroyer le droit de ne pas jouer le play-in. Et ça, c'est peut-être déjà une victoire pour ces deux équipes en soi, parce que le fait d'éviter le play-in, qui, vu l'écart qu'il y a au niveau des points, ça devrait aller pour eux, bah ça, c'est au niveau des victoires, pardon, ça va être un truc assez intéressant. Et effectivement, oui, il y a forcément une des équipes qu'on a citées aujourd'hui qui va probablement jouer les Celtics au second tour. Mais je pense que pour ces deux équipes, si tu passes un tour, c'est déjà une première victoire en soi. Peut-être un peu moins pour les Knicks, parce que je pense qu'ils commencent à se créer de vraies ambitions autour de cet effectif. Mais pour les deux équipes, pour les Cavs, réussir à passer un tour sans LeBron, quoique c'est quand même assez important, ça serait assez marquant pour cette jeune équipe. Et pour les Knicks, de confirmer ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, dans les deux cas, je pense qu'à mi-saison, on peut tirer un bilan, c'est que ces deux équipes ont pour l'instant un début de saison plutôt réussi. Enfin, même très réussi. Disons, elles ont réussi à confirmer leur statut qu'elles avaient un peu entamé l'an passé, c'est à s'extirper du groupe du play-in. C'est-à-dire que les Cavs l'an dernier, ils font 4, les Knicks font 5, et en fait, ces deux équipes n'étaient pas à la bagarre pour play-in. Cette année, les deux équipes sont toujours pas à la bagarre pour play-in. Tu as vraiment le 5 avec les 5 équipes qu'on a citées. On va voir si Philadelphie peut chuter avec la blessure d'Embiid. Après, tu as un trou avec Indiana, les zombies du 8, Orlando, et après, tu as vraiment le... C'est leur nouveau nom. Oui, c'est leur nouveau nom. Et après, tu as vraiment l'arrière-cour, sans vouloir leur manquer de respect, avec Atlanta, Brooklyn. Non, mais c'est dur. Enfin, voilà, encore une fois, pourquoi je préfère la conférence Ouest. Je dis pas que les Lakers, le Jazz ou les Rockets ce soit particulièrement reluisant, mais quand tu vois ce que montent les Hawks, ce que montent les Nets, et il me semble qu'il manque une équipe. Une de ces équipes-là va jouer un match. Les Bulls. Ah oui, les Bulls. Oh là là, les Bulls. Non, les Bulls, honnêtement, j'avais pas fait gaffe au classement. J'ai vu des matchs des Bulls et j'étais choqué en me disant, ils sont 9 ? Vraiment, ça c'est le 9e ? Non, parce que vu le niveau, c'est effrayant qu'ils soient 9e. Vraiment effrayant. Donc voilà, ils ont réussi à s'extirper. Je pense que à partir de 6, donc Indiana, Miami, Orlando, pour ces deux équipes, je vois des match-ups qui sont plutôt favorables pour les deux. Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour terminer cet épisode où je m'insère. Quand ça hésite trop comme ça, les gars, moi je termine. Du coup, merci de nous avoir écoutés. En tout cas, on a beaucoup discuté. Oui, chers fans des Cavs, ne vous inquiétez pas. Sans livrer la suite des opérations, on a commencé à préparer un truc pour que toutes les équipes des playoffs aient leur moment consacré. Voilà. On est en train de préparer un truc. On ne livre pas ce qu'on est en train de préparer, mais... Les post-mortem. Ouais, oui, en vrai, oui. On prépare pas mal de choses pour le mois d'avril avec des contenus peut-être plus courts, mais plus présents. En tout cas, merci de nous avoir écoutés à propos des Knicks et des Cavs. Et oui, chers fans des Knicks, on parle encore en vous de manière positive. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça fait bizarre. Franchement, Ben, je m'y ferai jamais. Alors, ça fait encore plus bizarre quand ça fait 7 ans que tu es dans le podcast, Madiane. C'est vrai qu'on a très peu parlé en positif des Knicks, soyons honnêtes, mais les fans des Knicks peuvent se rassurer. Maintenant, on n'a rien de personnel contre vous. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée. Merci Gabin, merci Madiane, merci Constant et à très vite. Salut. Tchuss. Salut.